De Damas à Madrid, de Giglio au plateau de Cochionne en Corse, quelle est l'actualité du bassin méditerranéen? Bienvenue, c'est le journal de la Méditerranée. Tout de suite, le sommaire. 12 militaires blessés au combat ces derniers mois en Afghanistan ou au Mali se sont retrouvés cette semaine à Fréjus. Ensemble, loin des souffrances, ils ont participé à un stage d'activité physique, une belle leçon de courage et de dignité. Venise, son patrimoine exceptionnel, sa lagune et ses paquebots par dizaines qui passent près, très près de la cité des Doges, trop près pour des manifestants qui n'ont pas hésité à se jeter à l'eau. Enfin, nous rejoindrons Correns dans le Haut-Var, le premier village bio de France. Ici, tout le monde bannit les produits chimiques des viticulteurs aux agriculteurs en passant par le coiffeur. Et cette semaine, c'est une image qui a marqué l'un des temps forts de l'actualité du bassin méditerranéen, celle des présidents français et iraniens François Hollande et Hassan Rouhani se serrant la main. C'était mardi, avant de discuter au siège des Nations Unies du programme nucléaire iranien, de la Syrie et du Liban, du jamais vu depuis 2005. Le président français a évoqué un premier contact qui en appelle d'autres. Quant à Hassan Rouhani, il a souhaité très diplomatiquement un meilleur avenir pour la relation entre les deux pays. François Hollande a par ailleurs insisté sur la nécessité de parvenir à un gouvernement de transition en Syrie. Par ailleurs, après des semaines d'intenses tractations, la Russie et les États-Unis sont parvenus jeudi à l'ONU à un accord sur un texte encadrant la destruction de l'arsenal chimique du régime syrien de Bachar al-Assad. Dans l'actualité également, cet hommage de la ville de Nice à Corinne et Anne, ces deux Niçoises tuées dans l'attaque du centre commercial de Nairobi au Kenya. Des élus et des anonymes ont observé une minute de silence. L'assaut revendiqué par les insurgés islamistes somaliens Shebab a coûté la vie à au moins 72 personnes. On en vient au bras de fer entre Londres et Madrid à Gibraltar. Pour mémoire, ce petit territoire appartient depuis 1713 à la Grande-Bretagne, mais l'Espagne tente de le récupérer depuis plusieurs années. Les tensions entre les deux pays sont ravivées depuis cet été après la mise en place de contrôles douaniers. Des inspecteurs de l'Union européenne ont été envoyés sur place cette semaine pour évaluer la situation. Le point avec Marion Gadea. Les inspecteurs de l'Union européenne ont entamé leur mission mercredi. L'objectif, y voir plus clair sur les contrôles mis en place par l'Espagne cet été à la frontière avec le territoire britannique de Gibraltar. Londres accuse Madrid de faire preuve d'un zèle excessif. L'Espagne parle pour sa part de mesures nécessaires pour lutter contre la contrebande, comme l'a rappelé depuis les Nations Unies à New York le chef du gouvernement espagnol. Gibraltar ne peut pas être un paradis fiscal ni un refuge pour la contrebande. Ces responsables ont l'obligation de renforcer leurs règles environnementales. La Commission européenne, le Royaume-Uni et l'Espagne doivent se rencontrer régulièrement pour discuter, mais en aucun cas ils ne peuvent tolérer un paradis fiscal qui viole le droit international au cœur de l'Union européenne. Et le monde entier est parfaitement au courant. De son côté, la Grande-Bretagne estime que ces contrôles sont contraires au droit de libre circulation dans l'Union européenne. Depuis leur mise en place, les heures d'attente à la frontière se sont multipliées pour les automobilistes. Ils ont combattu en Afghanistan, au Mali. Aujourd'hui encore, ils portent les stigmates des combats. 12 militaires blessés lors d'affrontements ont participé à un stage d'activité physique organisé à Fréjus. Un stage pour oublier un temps l'hôpital, la douleur et les soins, pour renouer avec le sport aussi. Francis Mallory et Alexandre Descuites ont recueilli leurs témoignages. Se reconstruire après une blessure. Ils sont 12 hommes d'exception qui du Liban au Mali ont défendu avec courage et dévouement les valeurs de leur pays. On parle, parce que moi-même blessé de guerre, on parle un peu de notre vécu, de nos malaises, et puis justement par le sport, c'est une façon d'évacuer carrément et d'oublier quelque temps par où on est passé, quoi. Ok, c'est bon ? C'est parti ? Août 2010, quelque part en Afghanistan, une infiltration de nuit, des éclats d'obus et pour Alexandre, le début d'un long calvaire. C'est long, la mise en marche, les traitements à suivre, les opérations, c'est assez long. Pour ça, c'est bien d'organiser des semaines pour se détendre un petit peu. De changer aussi le contexte de l'hôpital, ça permet de mettre un petit peu ces moments sur pause. Que je suis à plus de 30 anesthésies générales. Un combat au long cours que partagent tous ces hommes devenus des guerriers du quotidien. Se réhabituer à la vie, au jeu, à la bonne humeur. Un besoin essentiel pour ces soldats coutumiers du dépassement de soi. C'est très simple. Au départ, on va monter tranquille, on va se tenir. Voilà. Regardez.
tout en lâchant. On tient, ok? Et les exercices s'enchaînent à la frontière de l'amusement et du défi, avec toujours cet esprit de groupe et de volonté commune qui aide à repousser ses propres limites. On est encore capable de sauter, c'est pas mal. Un exploit salué et applaudi par tous les participants, plus motivés et solidaires que jamais. À retenir également dans l'actualité du bassin méditerranéen, la découverte de restes humains ce jeudi à proximité de l'épave du Concordia, ce paquebot dont le naufrage en janvier 2012 a fait 32 morts. Des examens ADN vont être pratiqués. L'épave a été redressée le 17 septembre dernier, une première mondiale en raison de la taille de ce gigantesque paquebot de 114 000 tonnes qui gisait à quelques mètres du Giglio en Italie. Un accident qui inquiète nombre de Vénitiens. Il faut dire que les paquebots sont très nombreux à emprunter la lagune de Venise. Alors au-delà de la pollution, le drame de Giglio rappelle que les risques de naufrage existent. Certains n'ont donc pas hésité à plonger pour protéger la cité des Doges. Sur place, Renaud Bernard et Étienne Guillerme. Entre chien et loup, un monstre des mers fait son apparition à l'entrée de Venise. 100 000 tonnes d'acier qui écrasent le paysage. Et ça ne fait que commencer. Ce matin, les pilotes ne chôment pas. Le suivant est encore plus démesuré. Mais à chaque fois, pour des milliers de passagers, c'est le clou de la croisière. Regardez, nous avions filmé il y a 2 ans. Même en hiver, le point de vue est inoubliable sur le Palais des Doges et la place Saint-Marc. Ça doit être fantastique à voir. Mais c'est une journée inédite aussi pour Venise. Transformée en parking pour géants des mers. 12 paquebots ancrés en file à la gare maritime, du jamais vu. Mis bout à bout, ça fait un convoi de 3 km de long. Mais à eux, ça ne leur fait pas peur. À la nage, ils ont décidé d'aller bloquer la sortie du terminal. Ce sont des anti-croisières et selon eux, ces paquebots font peser un danger de mort sur Venise. La lagune est une zone protégée pour son environnement et le passage de ces bateaux est incompatible avec le statut de réserve naturelle. Les grands bateaux accélèrent le naufrage de la cité. En déplaçant des milliers de mètres cubes d'eau, ils viennent ronger les soubassements des quais. Sous ces dalles qui s'effondraient, il a fallu injecter du béton afin de retarder la ruine des fondations. Autre dégât, chaque paquebot pollue comme 14 000 voitures réunies au même endroit. Et puis depuis le naufrage du Concordia en Toscane, le risque d'un accident de navigation n'est plus un fantasme. Sans parler des croisiéristes eux-mêmes, qui n'apporteraient que peu de retombées économiques à Venise. On ne dépense pas beaucoup parce que l'on reste seulement 3 heures. Mais cet argent n'est pas perdu pour tout le monde. Ces immenses bateaux constituent une manne pour le port de Venise, qui rien qu'aujourd'hui a encaissé 2 millions d'euros de droits de passage. Alors impossible de les voir un jour disparaître de la lagune. Une image, un clin d'œil, pas de doute, la saison estivale se termine. La preuve, les paillotes sont en cours de démontage, comme ici, vous le voyez à Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Le 15 octobre, les plages devront avoir retrouvé leur état naturel. Quant au bilan, il est bon. La saison aura été fructueuse selon bon nombre de plagistes. C'est un pari audacieux que se sont lancés des passionnés d'aéronautique. Revivent la toute première traversée aérienne de la Méditerranée. Un exploit effectué par Roland Garros le 23 septembre 1913. Pour l'occasion, 100 ans après, la réplique parfaite de l'appareil s'est envolée sans encombre. Retour sur cette belle aventure avec Marion Gadea. L'avion est parti de la base de Fréjus dans le Var à 8h21, très exactement, pour un vol de 700 km, dont 500 au-dessus de la Méditerranée. Un voyage événement en France, mais aussi en Tunisie, où l'appareil est attendu au son des youyous et de la musique traditionnelle. Comme au temps de Roland Garros en 1913, l'avion fait de bois et de toile arrive après 7h50 de vol. Voler sur les traces d'un héros, c'est quand même assez extraordinaire. C'est un vol assez éprouvant quand même de 8 heures. On fera pas ça tous les jours. Soyez la bienvenue en Tunisie. Et c'est un rêve qu'on est en train de voir se réaliser sur terrain. Le moment où s'est posé le Morane, c'était vraiment un instant inoubliable.
Un instant inoubliable, mais aussi un projet fou porté par une dizaine de passionnés d'aéronautique. C'est un grand symbole aujourd'hui. Vive la Tunisie! Vive la Tunisie! En Camargue, ce sont les cygnes qui posent problème. Depuis les années 80, les individus de l'espèce réticulée, celle des parcs et jardins, seraient passés de 500 à 2000. Une augmentation qui n'est pas sans conséquence sur les espaces naturels. Explication, Marie Arnaudet, Jérémy Essas. En Camargue, autrefois, on observait parfois des cygnes de Béoïque ou des cygnes chanteurs, tous deux migrateurs. Mais pas cette espèce, originaire d'Asie et domestiquée depuis le Moyen-Âge pour la décoration des jardins. Un oiseau sédentaire qui vit près de 25 ans en colonie familiale. De chaque couple naîtra chaque année 4 ou 5 poussins. Une nuisance, d'après les gestionnaires de territoires de chasse. Quand un couple de cygnes choisit de s'installer quelque part, il faut savoir qu'il tolère très peu d'autres espèces à côté de son nid. Il peut être violent, il peut avoir un comportement assez violent envers d'autres espèces, chassables ou non chassables. Il peut être agressif, il est agressif envers les canards et les espèces protégées, que ce soit les aigrettes et les hérons. Les comptages réguliers des scientifiques ont démontré l'augmentation de la population. D'après eux, pour l'instant, pas de conséquences directes sur les autres espèces. L'impact serait plutôt sur les herbiers, la ressource alimentaire partagée avec les autres oiseaux herbivores. Les cygnes pourraient avoir une action sur la biomasse végétale, diminuer la biomasse végétale et donc la quantité de ressources alimentaires nécessaires pour les autres espèces. Voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'impact démontré, en tout cas avec les effectifs actuels. Au parc ornithologique du Pont de Gau, on préfère ne pas dérégler les équilibres entre les espèces déjà installées. On tient les cygnes à distance en intervenant sur la hauteur des marais et leur salinité. Car ce qui plaît aux cygnes, ce sont des étangs profonds et surtout de l'eau peu salée. Un type de milieu en croissance ces dernières années parce que favorable à la chasse. Il faudrait aussi songer à revenir un peu vers des milieux plus naturels et vers des milieux plus saumâtres, un peu plus salés, parce qu'on sait pertinemment que cette recrudescence des milieux doux va favoriser la présence des cygnes. Maintenant que les familles sont bien implantées, la population de cygnes tuberculés double quasiment chaque année. Le canal du Midi change quelque peu de décor. Vous allez le voir, une vaste campagne d'abattage de platanes a débuté. D'ici à la fin de l'année, près de 7000 arbres auront été abattus. Tous sont menacés à terme par un mal incurable, le chancre coloré. Apparu en 2006, ce champignon se propage sur les berges de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les platanes doivent être replantées. Il faudra toutefois attendre entre 30 et 50 ans pour que la voûte végétale soit reconstituée. En attendant, certains n'ont qu'une peur, celle de voir les berges s'effondrer, les racines des arbres jouant un rôle essentiel dans leur maintien. Deux passionnés ont décidé de se mobiliser, appareil photo à la main. Rencontre signée Laurent Baumel et François Jobard. À l'ombre des platanes, mais pour combien de temps, le transporteur d'images attend le retour de ses occupants. Fred et Gauthier délaissent le canal du Midi pour faire les vignes buissonnières. Merci les garçons. Merci, canal. Et aux vignes micotes aussi. Jean-Marc Recoul, le vigneron, et son syndicat ont décidé d'aider le transporteur d'images. Le canal est aussi un outil de développement économique. Bon, ben écoutez, vous avez qu'à goûter un grain. Si ces arbres crèvent, les arbres ont des racines et c'est les racines qui tiennent les berges. Si demain il n'y a plus de berges, il n'y a plus de canal du Midi. Donc on a eu l'idée avec notre conseil d'administration de dire on va faire un petit effort parce que nous sommes juste une toute petite IGP, de dire on va amener 1 euro par bouteille au canal du Midi et aux transporteurs d'images. Il y a un an, Fred embarque sur son vieux cutter hollandais de 106 ans, son ami le photographe Gauthier Fleury. Le vieux bateau va devenir une vitrine ambulante. Ils veulent interpeller le public et les élus sur la nécessité de replanter rapidement avant qu'il ne soit trop tard, avant que le canal ne perde son charme et que ses berges sombrent définitivement. Il fallait qu'on prouve qui on était, ce qu'on faisait, comment on le faisait. Donc maintenant que tout s'est bien passé dans les 5 expositions qu'on a fait, c'est les maires qui se recommandent les uns après les autres qu'on vienne et qui nous soutiennent. Au fil de l'eau, le transporteur d'images espère décider d'autres partenaires. Ce jour-là, Fred et Gauthier ont rendez-vous avec l'adjointe au maire de Capestan. Ce village voit sa population doubler en été avec le canal du Midi. Une exposition photo est prévue sur la place du marché. 4, 5, 6, 7. Donc on va suspendre les câbles comme ça. 3 ou 4 3. 3, c'est 21. Ça fait 21 images là. On veut faire connaître notre village.
Et Transporteur d'Images est parfait pour le faire. Nous sommes à fond derrière eux. Pour ces amoureux du canal, il ne faut pas perdre de temps. Leur crainte que les pouvoirs publics n'abdiquent devant la somme colossale que représentent les 200 millions d'euros estimés, nécessaires au remplacement des platanes. L'association a déjà recueilli 8 000 euros, une goutte d'eau pour sauver ce que les hommes ont mis 14 ans à construire et qui ne cesse de nous éblouir. Gauthier, c'est un sujet inépuisable. Le canal ? Ouais. Pour un photographe, je pense que le fait d'être d'abord sur l'eau et d'être sur un miroir plus la nature, on repasserait au même endroit. Si c'est pas la même heure, c'est un autre sujet. Ouais. Le chancre coloré ne restera-t-il qu'un épisode dans la vie de l'œuvre de Paul Riquet ? Paul Riquet a mis 14 ans à construire le canal du Midi en 1780. En 2013, on devrait arriver à l'entretenir quand même. Le transporteur d'images et ses amis se sont jurés d'aller au bout de ce défi. Les vendanges ont commencé, comme ici, dans le Var, une récolte raisonnée. Dans cette propriété de Roquebrussanne, par exemple, les 12 hectares de vignes bio sont en effet élevés à l'ancienne et vendangés à la main dans le plus grand respect de la vigne et du raisin. Ce qui nous conduit naturellement à quelques kilomètres de là, dans le Haut-Var, à Correns, le premier village bio de France. Tout a commencé dans les années 90. Les viticulteurs ont été les premiers à se convertir. Les autres producteurs ont suivi. Une spécificité qui attire de plus en plus d'habitants. Reportage Caroline 6, Christophe Larocca. Un beau village de Provence qui affiche sa fierté. Correns est le premier village bio de France. Vignes, légumes, miel, huile, poulet, fromage. Ici même le coiffeur utilise des produits naturels. Un bonheur pour les 900 habitants conscients d'être privilégiés. On ne s'empoisonne pas, nous. On mange sain. Hein? Pas de produits qui fait mal. Je suis pure corrensoise et j'en suis fière. Parce que tout le monde trouve le village très joli, c'est très bien. L'histoire commence dans les vignes qui ont bien failli disparaître. Il y a 17 ans, le vin ne se vend plus, la coopérative s'apprête à fermer. Quelques viticulteurs, dont Marc Simon, se lancent alors dans le vin bio. Le bio au départ c'était risqué, on ne savait pas trop dans quoi se lancer, surtout que c'était tout nouveau. Rapidement on s'est aperçu que pour nous ça ne nous posait pas vraiment de problème parce qu'on ne s'était jamais trop écarté de cette manière culturelle-là. Et puis maintenant ça devient une évidence. Aujourd'hui, la coopérative fait vivre une quinzaine de familles et produit 8000 hectolitres de vin bio. Un Côte de Provence très recherché. Grâce au succès du bio, Fabien Mistre est devenu viticulteur comme son père. Dans les 200 hectares de vignes, aucun pesticide. Le cuivre et le soufre, c'est les deux produits qu'on a le droit d'appliquer. Après, il y a d'autres produits à base de plantes. Le bio a permis à Léa de rester dans son village. Elle élève 200 poules pondeuses et 600 poulets en plein air. Sur le marché, ces poulets, 3 fois plus chers que les poulets industriels, ont beaucoup de succès. On avait arrêté en fait de manger du poulet de grande surface et depuis que Léa s'est installée, en fait, on remange du poulet à la maison, on se refait le poulet rôti. C'est plus ferme déjà. On va dire que quand on le fait cuire, la chair ne se détache pas des os, ça ne devient pas du lambeau. C'est de la bonne chair bien ferme. Le bio attire les familles qui s'installent au village. Correns a même séduit un célèbre couple d'acteurs américains. Brad Pitt et Angelina Jolie sont propriétaires du domaine de Miraval, réputé lui pour son vin bio. Autre village, autre décor, direction Gourdon dans les Alpes-Maritimes, un site absolument remarquable planté dans un nid d'aigle offrant un point de vue magnifique sur la Côte d'Azur. Un panorama à couper le souffle et une architecture hors du commun qui attire de nombreux touristes. Visite de l'un des plus beaux villages de France avec Olivier Théron et Virgile Liado. C'est un promontoire, un nid d'aigle de 735 mètres de haut, un château et quelques maisons accrochées au rocher depuis l'Antiquité. Un point de vue vertigineux sur la Côte d'Azur. Depuis Gourdon, on découvre 80 km de littoral, Nice, Antibes, Cannes et l'Estérel. Moi, je me sens fort ici. Ça donne de la force, voilà. Ça donne de la force. Cette position dominante. Cette position dominante donne de la force. Mais une force qui n'est pas simplement physique pour résister à l'envahisseur, mais qui est une force morale, spirituelle, qui est une force tellurique, dirait-on. André Chiroleux est un inconditionnel du village. Là, on arrive à un endroit qui s'appelle
le pas de l'ail. Il en connaît chaque recoin. Le pas de l'âne, parce que c'était la place pour qu'un âne puisse passer. Avec un souvenir pour chaque endroit. Et quand on était gamin, on montait jusqu'en haut avec un sédan. Je ne le referai plus aujourd'hui. Je vous promets que j'essaierai même pas. C'est le château qui a créé le village. Un fort sarrasin au 8e siècle, devenu au fil du temps un manoir Renaissance, avec ses incroyables jardins suspendus de type babylonien, dessinés par le nôtre, le jardinier de Louis XIV. Là, on a quand même des buis qui ont quelque chose comme 250 voire 300 années, et ces buis méritent tout le respect qu'on peut leur prouver en les chouchoutant depuis des générations de jardiniers. Estampillé plus beau village de France depuis les années 60, Gourdon est devenu touristique. La reine Victoria a ouvert la voie et depuis on y vient de la côte profiter de la vue. Bon, je préfère le village que la plage, hein. Ouais. Je vous le dis franchement. Hein. Ah oui, j'adore ce coin-là, moi. Et vu d'encore un peu plus haut, le village se révèle. Ce piton rocheux est un bonheur pour parapentistes, avec une aérologie qui a fait de ce spot l'un des plus réputés du sud de la France. On a la brise qui nous permet de voler dès le matin et de tenir facilement dans le ciel, ce qui permet de rester des heures à faire des ronds avec notre chiffon à ficelle. Une fois les touristes partis à la tombée du jour, les Gourdonnais se retrouvent entre eux. Là, il y a ma femme, vous voyez, brin d'amour. L'amour, je t'en fous des brins d'amour. Oui. Rien que quand on va là-bas le matin, qu'on se lève, qu'on regarde vers la mer là-bas, on est tout heureux de voir ce paysage. On se retourne dans les montagnes derrière. On est parfait. Voilà, j'espère mourir à Gourdon. Cultiver l'authenticité entre la mer et le ciel, c'est ce qui a permis à Gourdon de résister aux lumières parfois trop aveuglantes de la Côte d'Azur. Allez, plongeons dans l'histoire du bassin méditerranéen, du naufrage du sous-marin Sibylle en 1952 à l'accueil triomphal du président de la République arabe d'Égypte, Anwar el-Sadat, en 1978. Que s'est-il passé la semaine dernière, mais il y a bien longtemps? C'est le rétrosap de la Méditerranée. C'est un accueil véritablement exceptionnel qui a été réservé au président égyptien Anwar el-Sadat lors de son arrivée au Caire cet après-midi. Un accueil très chaleureux qui est la récompense populaire pour le président égyptien du sommet de Camp David où la paix avec Israël a pratiquement été réalisée. Des millions de personnes se sont massées sur les 15 kilomètres qui séparent l'aéroport du Caire de la capitale égyptienne. Les responsables égyptiens au grand complet avaient d'abord chaleureusement accueilli le président Sadat lors de sa descente d'avion. Ensuite, c'est dans une voiture découverte que le président égyptien a roulé à faible allure. Les travaux ont été effectués en pleine nuit, ici, sur le chemin de croix. Les Israéliens déblaient la sortie nord du souterrain qui longe le mur des Lamentations. L'endroit est un lieu saint pour les Juifs, mais ces pierres sont aussi le mur de soutènement du Dôme du Rocher et de la mosquée Al-Aqsa, le 3e lieu saint de l'islam. La cohabitation est difficile. Pendant 10 ans, les gouvernements israéliens ont retardé l'ouverture du souterrain pour ne pas provoquer les musulmans. Mais hier, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre, a décidé qu'il fallait une manifestation de la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est. Résultat, la ville arabe est en effervescence. Les responsables musulmans ont organisé un défilé de protestation et les Palestiniens parlent d'une relance de l'intifada. L'escadre française de Toulon en deuil est venue croiser au large de l'île d'Hyères à l'endroit où s'est englouti pour toujours le sous-marin Sibylle. Une dernière fois, les équipages ont rendu les honneurs aux disparus avec les 3 matelots de la Sibylle miraculeusement retenus à terre le jour du naufrage. Une dernière fois, les bâtiments ont tracé un cercle d'écume à la place où reposent les hommes de la Sibylle. Pathétique point final de la petite phrase qui scelle le destin des marins péris en mer, bâtiments perdus, corps et biens.
Le Rétrozap de la Méditerranée, une chronique réalisée en partenariat avec l'INA, à retrouver désormais chaque semaine. Et puisque l'on plonge dans l'histoire, souvenons-nous de Tino Rossi, décédé le 26 septembre 1983, il y a 30 ans. Véritable figure de la Méditerranée, il reste l'un des rares artistes français à avoir vendu plus de 500 millions de disques dans le monde entier. Et ses chansons sont loin d'être oubliées. Nicolas Lemarinier. Il y a 30 ans, disparaissait Tino Rossi, le premier interprète de Petit Papa Noël, un tube mondial, enfin français. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Tino Rossi aligne une collection de succès. Mexico, Mexico. Ça c'est Luis Mariano, Tino Rossi ce serait plutôt... Oh Catarinetta bella, écoute l'amour t'appelle. Marinella, reste encore dans mes bras. Avec toi je veux jusqu'au jour danser cette rumba d'amour. L'artiste a vendu 500 millions de disques dans sa carrière. Il a chanté l'amour, son île natale la Corse et puis la Méditerranée. Ce répertoire a fait de Tino Rossi, chanteur de charme, une véritable star mondiale dans les années 30. Chanteur, acteur, musicien, Hollywood lui fit les yeux doux, mais le Corse n'aimait pas l'Amérique. Aujourd'hui, il est un petit peu moins connu. Tino Rossi, j'ai entendu, mais je ne connais pas tellement. C'est plus de notre génération. Il serait ringard, Tino Rossi. Rendez-vous dans 3 mois pour le réveillon, et là, on en reparle. Restons en 2013, année durant laquelle Marseille-Provence est la capitale européenne de la culture. Nous en avons régulièrement parlé ces derniers mois ici même. L'occasion de découvrir un spectacle de danse original donné à Aix-en-Provence. Sur scène, une troupe d'acrobates de Tanger, nom de cette représentation Azimut. Mélanie Frey, Marie-Agnès Pelleran. Azimut vient du mot arabe asamt, le chemin, la direction. Mais azimuté, en argot, cela veut dire fou, complètement braque. Les acrobates de Tanger cherchent leur voie dans l'espace. Il est question d'angle, d'astre, d'axe, à l'horizontale, à la verticale. L'art de l'acrobatie, ces Marocains l'ont appris sur une plage de Tanger. Les acrobaties en cercle, les cascades de roues, les pyramides humaines, autant de traditions qui remontent à la nuit des temps. Pourtant, on est loin, ici, des 1001 nuits. Ne nous demandez pas pourquoi les femmes finissent enfermées dans des sacs. Azimut, c'est le genre de spectacle qui donne peu de clés. Alors laissez faire l'imaginaire, laissez-le s'envoler et trouvez par vos propres moyens votre azimut, votre chemin. Avant de se quitter, jetons un coup d'œil sur l'image de la semaine, image absolument sublime qui nous invite à voler sur le dos d'un aigle. Un fauconnier a eu l'idée de fixer une petite caméra derrière la tête de l'oiseau. On découvre alors le monde autrement, comme ici, au-dessus de la Méditerranée, à proximité des calanques de Cassis. Le calme est saisissant, tout comme le point de vue d'ailleurs. Alors pour information, l'acuité visuelle des rapaces est 8 fois supérieure à celle de l'homme. On dit qu'à 300 mètres d'altitude, un aigle peut repérer une souris. Voilà, absolument sublime. Le journal de la Méditerranée, 80e numéro, c'est fini. Merci de votre fidélité. La semaine prochaine à la présentation, vous retrouverez Linda Belawes. Très bon week-end à tous.